Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on va parler faits divers. Pourquoi parler de faits divers ? Eh bien parce que le dernier épisode de Mécanique du journalisme, le podcast que vous pouvez retrouver sur France Culture, franceculture.fr, est consacré à l'affaire Dupont de Ligonnès. Une affaire qui a donné lieu à 2 numéros spéciaux du magazine Society qui ont été un véritable carton, des centaines de milliers d'exemplaires vendus. Vous étiez l'un des enquêteurs du magazine Society, Thibaut Reiss. Merci d'être ici ce matin. En face de vous, Mintra Nui, bonjour. Vous êtes écrivaine et journaliste, auteur de Les Écrivains et le fait divers, une autre histoire de la littérature aux éditions Flammarion. Et enfin, Yvan Jablonka, bonjour. Vous êtes historien, bonjour. Écrivain, et on vous doit notamment Laetitia ou La fin des hommes aux éditions du Seuil. J'aimerais tout d'abord que l'on écoute un extrait de ces mécaniques du journalisme consacrées à l'affaire Dupont de Ligonnès. Dès 2011, c'est une histoire qui m'a, comme beaucoup, intéressé dès l'après-midi de la découverte des corps, quand on voyait écrit hashtag jambes sous la terrasse sur Twitter ou des trucs comme ça. Il s'avère que Franck Hanez, le patron de Sopress, ayant vécu à Nantes, était très intéressé par l'affaire. L'idée, tout simplement, ça a été un peu d'ailleurs marketé comme ça par Franck dans les médias, puisqu'il a commencé à dire qu'on arrêterait Society quand on trouverait Xavier Dupont de Ligonnès. Comme très souvent chez Society, les choses se lancent de façon informelle. C'est-à-dire qu'il y a un déjeuner et on se dit « Ah ouais, c'est quand même super intéressant cette affaire, allez hop, on lance ». On a passé pas mal de temps sur notre temps libre à faire une sorte d'immense chronologie de l'affaire Ligonnès. Et la perspective de lancer une enquête avec des énigmes et d'essayer de découvrir quelque chose, c'était excitant en tant que journaliste. Un extrait de ces mécaniques du journalisme consacrées à l'affaire Dupont de Ligonnès. Alors, il y a une règle non écrite, mais toujours respectée sur France Culture. Celle-ci stipule que durant les tranches d'information, on ne fait pas de commentaires de sondage, on n'évoque pas les résultats sportifs et on ne parle pas de faits divers. Et c'est la raison pour laquelle, dans les informations de France Culture, eh bien, il n'a jamais été question, je m'avance, mais en tout cas, durant les tranches matinales, de l'affaire Dupont de Ligonnès. Donc, si l'on imagine Thibaut Reiss, un auditeur de France Culture qui s'informerait uniquement grâce à notre station, eh bien, il va falloir que vous nous expliquiez ce qu'est cette affaire, qui est ce monsieur Dupont de Ligonnès. Alors, l'affaire Ligonnès, c'est l'affaire d'une disparition de famille. Début avril 2011, une voisine qui s'aperçoit que la maison du 55 boulevard Schumann, où vit la famille Ligonnès, n'a aucune activité depuis plusieurs jours. Les volets sont fermés, il n'y a pas d'allée et venue comme elle peut le voir d'habitude. Et donc, elle va contacter la police. La police va rentrer, va s'apercevoir que la maison est comme figée. Que les draps ont été enlevés, que les photos dans les cadres photos ont été enlevées, mais que il y a de la nourriture dans le frigidaire, que le lave-vaisselle est plein. Donc c'est une maison qui a l'air un peu figée dans le temps. Et les enquêteurs, au départ, ne s'imaginent pas ce que ça peut être. Peut-être une famille qui se met au vert parce qu'ils s'aperçoivent assez vite que les comptes bancaires sont vides. Et puis, quelques jours plus tard, les membres de cette famille, la membre élargie de cette famille, reçoivent une lettre du père de famille qui dit que toute la famille est partie aux États-Unis dans le cadre d'un programme de protection de témoins. Parce que le père de famille, Xavier de Ligonnès, est protégé par le FBI dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue international. Et là, la famille se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et dit à la police de Nantes que c'est quand même très très bizarre. Et donc, les policiers vont faire des recherches plus approfondies, vont retourner dans cette maison, et le 21 avril, au bout de la 5e visite de ce domicile, ils vont s'apercevoir qu'il y a une petite terre meuble sous la terrasse, et ils vont creuser, et ils vont exhumer 5 corps, celui de la mère de famille, Agnès de Ligonnès, et des 4 enfants,
la seule personne, le seul membre de la famille qui n'est pas mort et enterré, c'est le père de famille, Xavier de Ligonnès. Et il devient immédiatement le principal suspect. Mine Tranui, vous qui avez beaucoup étudié en tant qu'écrivaine et journaliste les faits divers, pourquoi celui-ci parle particulièrement, semble-t-il, si l'on en juge par exemple par l'engouement qu'avait suscité Society l'an dernier avec ces 2 numéros consacrés à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès? Déjà, je pense que c'est une histoire qui n'est pas finie, puisque de fait, il est toujours en cavale, donc on ne l'a pas retrouvé. Donc c'est un peu une structure de roman feuilleton finalement. Il y aura toujours de nouveaux épisodes. Tant qu'on ne l'a pas retrouvé, en fait, on peut poursuivre l'histoire. Et par ailleurs, je ne sais pas, moi j'étais assez frappée par des parentés avec l'affaire Roman. Donc évidemment, il a exécuté toute sa famille. C'est, je pense, un geste au moins énigmatique, pour ne pas dire atroce, et puis bien sûr énigmatique, parce qu'on se dit que des dettes, c'est une chose, mais enfin, de là à exterminer toute sa famille, comme l'avait fait Jean-Claude Roman. Mais lui, il y avait une autre motivation qui était que, toute sa vie était fondée sur le mensonge. Est-ce que, et ça, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça intrigue aussi, qu'est-ce qu'il avait dit à sa famille ou qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'ils se disent, il faut carrément que j'anéantisse ma famille, c'est pas simplement juste, j'ai pas le courage d'affronter le fait que j'ai plus d'argent et que je suis endettée. Et pour moi, ça s'inscrit aussi un peu dans... tout un pan de la littérature, en fait, s'est intéressé aux meurtres aberrants, en fait, aux crimes qui n'ont pas vraiment d'explication logique, rationnelle. Et si jamais on regarde, je ne sais pas, disons, Mauriac, Duras, jusqu'à Emmanuel Carrère, il y a vraiment toute une lignée comme ça d'écrivains qui s'est intéressée à l'assassin comme monstre, mais par principe, avant d'être un monstre, l'assassin a été quelqu'un comme vous et moi. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui aussi rejoint cette fascination très ancienne comment est-ce qu'on est devenu un assassin alors qu'on était un membre de la société, justement, a priori normal. Yvan Jablonka, le regard de l'historien. Moi, ce qui me frappe dans l'affaire Ligonnès, c'est qu'il y a tous les ingrédients nécessaires pour qu'un fait divers prenne. Il y a une violence meurtrière, une atteinte au corps, une famille détruite, une atmosphère de mystère qu'on trouve aussi dans l'actuelle affaire Troadec, en jugement à Nantes au moment où on parle. Et donc, qu'est-ce que l'affaire Troadec, puisque nous n'en avons pas parlé? Alors l'affaire Troadec, qui se passe à peu près dans une région proche, c'est un homme qui se dit obsédé par une histoire de trésor qui aurait été appropriée par son beau-frère et qui, débarquant un jour après les avoir espionnés pendant des semaines et des semaines, massacre c'est une famille. Donc là pour le coup, il y a un suspect qui est arrêté et qui est même plus que suspect puisqu'il est mis en accusation ainsi que sa femme au palais de justice de Nantes. Et donc c'est l'idée qu'il y a encore une atmosphère de mystère parce que le principal suspect ou l'accusé, il est le seul à pouvoir témoigner de la scène de crime puisque par définition les victimes ne sont plus là pour parler de leur mise à mort. Donc dans cette affaire Ligonnès ou dans cette affaire Troadec, il y a à la fois, ça suscite dans le public à la fois pitié et inquiétude, fascination et puis avec cette atmosphère d'énigme et de mystère. Et je suis complètement d'accord avec Mine Tranui qui disait que en quelque sorte ça peut se feuilletonner. Donc il y a une compatibilité littéraire du fait divers parce qu'il y a des personnages plus vrais que nature, une atmosphère de suspense, des rebondissements. Et donc ça explique que le fait divers soit un petit peu né à la conscience publique au XIXe siècle en même temps que la presse de masse. Mais alors Thibaut Reis, justement, lorsqu'il s'est agi d'écrire pour Society au sujet de cette affaire, on imagine que vous auriez pu proposer, je ne sais pas, un article, un grand papier, comme on dit dans le jargon, mais là en fait ce n'est pas un grand papier que vous avez proposé, c'est finalement 2 numéros complets du magazine qui ont été consacrés à cette affaire. Comment ça s'est fait ? C'est une longue histoire parce que c'est 4 ans de travail. Alors 4 ans de travail intermittent, pas 8 heures par jour pendant 4 ans.
mais en fait, c'est né d'une idée au départ du rédacteur en chef de Society et de l'équipe qui l'entourait, qui était une idée folle, qui était de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Ça a commencé comme ça, autour d'un déjeuner un peu à la cantonade. Et puis c'est devenu un projet journalistique, d'un article, pour essayer, si ce n'est de le retrouver, au moins d'essayer de trouver de nouvelles pistes, pour essayer de savoir où est passé cet homme, parce que le grand mystère de l'affaire Ligonnès, c'est où est Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc, ce travail-là, il a consisté à reprendre toute l'enquête, à essayer de refaire l'enquête qui a été faite par les policiers et d'essayer de trouver des pistes nouvelles, jusqu'au jour où il y a cette arrestation d'un homme qui est pris pour Xavier Dupont de Ligonnès à Glasgow, en octobre 2019. Et à ce moment-là, ce projet d'article, on a cru qu'il était fichu, puisqu'on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire cet article. Et c'est devenu un article de 5 pages, 10 pages, 20 pages, et puis 70 pages à la fin. Cet homme qui a été arrêté, ce Dupont de Ligonnès, point d'interrogation, on l'a retrouvé, nous aussi, dans les archives. Qui est l'homme arrêté hier à l'aéroport de Glasgow, en Écosse ? Interpellé à sa descente d'avion en provenance de Roissy-Charles de Gaulle, la police pensait avoir mis la main sur Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis plus de 8 ans, suspecté d'avoir tué sa femme et ses enfants à Nantes. Pourtant, il s'agissait bien d'une fausse piste. Ça fait longtemps que j'habite là, donc moi je suis presque certaine que c'est pas lui. En plus, il lui ressemble pas. C'est un ami depuis plus de 45 ans. Je connaissais sa mère. On travaillait tous les deux chez Renault à Flins. C'est un homme sans histoire. Il s'est marié avec une Écossaise et il faisait beaucoup de voyages quand il a pris sa retraite. L'homme interpellé a été interrogé dans un commissariat de Glasgow et 2 enquêteurs français sont arrivés ce matin en Écosse. Il y a quelques minutes, les tests ADN l'ont définitivement disculpé. Il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Mine Tranui, et ce Dupont de Ligonnès n'était pas Dupont de Ligonnès en fait. Non, et je me disais que c'est drôle parce qu'on dirait vraiment un rebondissement de roman feuilleton, en fait. On dit souvent que il arrive que la réalité dépasse la fiction, en tout cas qu'elle emprunte un peu ses mécanismes. Et ce que disait tout à l'heure Yvan sur le fait que la presse de masse et le fait divers étaient nés en même temps, moi ce qui m'amuse, c'est de me dire que en fait, le fait divers, au départ, aujourd'hui, évidemment, on pense que le fait divers, c'est le réel. C'est un journaliste qui part, qui rassemble des faits et qui raconte pas une histoire fictive, mais qui raconte une histoire vraie. Mais initialement, en fait, l'origine du fait divers, c'est ce qu'on appelait les occasionnels. Et les occasionnels, c'était des feuilles en fait qu'on vendait à la criée avant le journalisme proprement dit, avant la naissance des journaux. Et d'un côté, on avait le récit d'un fait divers, et de l'autre côté, on avait une ballade. Qu'on chantait d'ailleurs, et qu'on faisait chanter dans des foires par exemple. Et il y avait déjà une origine fictive, parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y avait à la fois des faits divers réels, vrais, dans ces occasionnels, mais il y en avait aussi des faux, mais dont les structures en fait plaisaient au public. Donc par exemple, le criminel justicier, l'enterré vivant, l'auberge rouge, les noces qui tournent à la catastrophe, c'était des schémas qu'on appréciait. Et ensuite, les feuilletonistes, les romanciers, se sont emparés de ces structures à leur tour pour faire de la fiction. Et donc finalement, journalisme et fiction se confondaient beaucoup dans la presse de masse dont parlait Yvan. Et je me disais qu'aujourd'hui, c'est pareil. On a à la fois, c'est vrai, et en même temps, ce qui nous fascine, c'est que ça tend vers la fiction. Mais alors, Thibaut Reis, on avait consacré un superfell à cette arrestation du faux Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait de nombreuses différences avec le vrai. Pourquoi une telle bévue, selon vous ? C'est comme les crashs aériens, quoi. C'est la conjonction d'un tas de facteurs qui mènent à une catastrophe. Il y a déjà le fait que c'est une affaire qui compte pour la police, et notamment pour la direction centrale de la police judiciaire. Il y a le fait qu'il a un mandat d'arrêt international qui le vise. Et puis il y a le fait que les pratiques en termes de reconnaissance des empreintes digitales entre la France
France et l'Écosse, sont un peu différentes. Et donc, les enquêteurs écossais ont dit aux enquêteurs français que les empreintes digitales matchaient, comme on dit, avec des critères assez faibles. Et en réalité, les analyses ADN ont montré que ce n'était pas lui. Donc voilà, c'est une conjonction, on va dire, de facteurs. Bon, vous nous direz dans quelques instants où est Xavier Dupont de Ligonnès. Bien sûr, avec plaisir. Vous avez, je crois, la solution de cette enquête. En tout cas, je renvoie à ce numéro de Mécanique du journalisme consacré donc à cette affaire, aux 2 numéros de Society, Yvan Jablonka, Laetitia ou La fin des hommes aux éditions du Seuil et Mintra Nuit, les écrivains et le fait divers aux éditions Flammarion. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous continuons à évoquer l'affaire Dupont de Ligonnès qui donne lieu à un numéro de Mécanique du journalisme, le podcast que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr. Nous sommes en compagnie de l'écrivaine et journaliste Mintra Nuit. On vous doit les écrivains et le fait divers aux éditions Flammarion. Yvan Jablonka, historien, écrivain, auteur notamment de Laetitia ou La fin des hommes aux éditions du Seuil. Et Thibaut Ress, vous êtes l'un des auteurs de l'enquête de Society sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Thibaut Ress, où est Xavier Dupont de Ligonnès ? On aimerait bien le savoir. On est nombreux à vouloir le savoir. Les enquêteurs, évidemment, la justice, les proches. Auprès des enquêteurs, c'est un peu du 50-50. 50 quoi ? 50% pensent qu'il est vivant, 50% pensent qu'il est mort, à la louche, comme ça. Alors, si on considère, par exemple, qu'il est vivant, il serait où ? Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour essayer de savoir s'il était à l'étranger, notamment aux États-Unis, puisque c'est un passionné d'Amérique. Des recherches auprès des compagnies aériennes, des billets de train. Il est probable que s'il s'est enfui, il est plutôt en France, puisque toutes ces recherches n'ont rien donné. Mais il a pu aussi s'échapper par la route. Il a disparu à quelques kilomètres de l'Italie. Il a pu franchir la frontière assez facilement, puisqu'il a disparu le 15 avril 2011, mais il n'a été recherché qu'à partir du 21 avril. Et puis alors, une question quasiment métaphysique. Thibaut Ress, pourquoi serait-il mort ? Oh là là, on voit qu'on est sur France Culture. Non, pourquoi serait-il mort ? Parce que si je reprends un peu la théorie de Daniel Zaguri, il y a peut-être une forme de suicide altruiste, comme il y a pu y avoir dans l'affaire Roman, dans l'acte de cet homme, et donc en tuant toute sa famille, il s'est tué lui-même. Dans l'affaire Roman, il était moins altruiste qu'un autre, puisque là, en l'occurrence, c'était la supercherie qui était révélée, il ne pouvait plus vivre. Dupont de Ligonnès, ce serait une affaire semblable en tout cas, il y a sans doute des points communs. Il y a une vraie différence, c'est le mobile. On ne sait pas très bien pourquoi Xavier de Ligonnès a tué toute sa famille, si c'est lui, ce qui reste présumé innocent. Mais effectivement, il y a comme point commun, en tout cas, cette déchéance personnelle que l'on veut cacher à ses proches. En tout cas, c'est un vrai point commun entre les deux. Mintra Nuit, qu'est-ce que vous comprenez à cette histoire ? Je me disais que, en fait, personne n'a encore fait de roman sur cette histoire-là précisément, tandis que l'affaire Roman, c'est un jeu de mots involontaire, a bien donné lieu à un livre qui d'ailleurs n'est pas un roman, puisqu'avec ça, Emmanuel Carrère a abandonné le roman précisément pour passer à la non-fiction. Et je songeais que peut-être la raison pour laquelle l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès n'avait pas donné lieu à un livre, c'est qu'évidemment, il n'y a pas encore de... En fait, on a besoin d'une énigme, mais on a quand même besoin de l'arrestation du criminel. Et même si jamais il ne nous livre pas tous ses secrets, il faut quand même une fin. Parce que le principe, c'est qu'un roman feuilleton, il y a un moment où le nombre de rebondissements, s'il y en a trop, en fait, le public se lasse. Et donc, c'est à ça que je pensais. Yvan Jablonka. Je dirais que le fait divers permet de sonder la profondeur humaine, une espèce de puits moral dans lequel on peut sombrer. Donc il y a toute une part d'ombre des hommes qui ici se révèlent. Donc le fait divers apparaît, celui de Dupont de Ligonnès notamment, il apparaît comme une espèce de tragédie qui vient percuter notre quotidien, et je pense que ça fait partie d'une de ses forces. Mais il y a aussi le fait qu'on peut
considérer le fait divers comme un objet d'histoire, comme quelque chose qui serait très révélateur de notre société. Le fait divers révèle la culture de masse, le rôle des médias, le fonctionnement de la justice, la manière dont l'exécutif peut politiser une affaire. Et puis au-delà, c'est aussi les enfants, les femmes, les familles. Enfin, il y a tout un sous-continent comme ça qui apparaît et qui se révèle à l'occasion d'une affaire aussi horrible. Mais alors, justement, pour l'affaire Dupont de Ligonnès, où voyez-vous tout cela, Yvan Jablonka ? Je dirais qu'il y a d'abord une espèce de la manière dont toute une société est fascinée par ce crime. Donc ça révèle des choses sur nos obsessions, le fonctionnement des médias, jusqu'à cette excellente enquête de Society. La manière aussi dont la justice, la police peuvent être obsédées ou parfois se tromper. Et puis, pour les familles, c'est aussi une espèce de tragédie familiale, la manière dont un homme devient criminel. Et il y a peut-être derrière le fait divers l'illusion d'une solution expéditive. C'est-à-dire que Dupont de Ligonnès s'est dit que, d'une certaine manière, il y avait là une solution à ce qu'il considérait comme ses problèmes. Donc il a poussé jusqu'au bout sa logique complètement irrationnelle et qui est devenue criminelle. Et en ce sens, ça révèle aussi des choses sur le pouvoir d'un homme qui est aussi un père et un mari sur sa femme et ses 4 enfants, et il devient le destructeur de sa famille. C'est comme ça que vous voyez les choses, Thibaut Ress ? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. L'intérêt du public, en tout cas, je pense qu'il y a ce que vient de dire Yvan Jablonka, il y a ce que disait tout à l'heure Minh Tra Nguyen sur l'aspect feuilletonnant qui est quand même très important, et puis surtout, je pense qu'il y a le mystère, c'est-à-dire que les grands faits divers qui ont marqué la société française, ce sont des faits divers avec un gros point d'interrogation. Évidemment, je pense à l'affaire Grégory, puisqu'on ne sait toujours pas qui est le meurtrier. Je pense à l'affaire Roman, parce qu'il y a quand même ce point d'interrogation, pourquoi ment-il, qui est un peu obsédant. Et puis l'affaire Ligonnès, il y a où est-il ? Je pense que c'est ce qui crée aussi ce ressort d'attention et d'intérêt auprès du public. Mais précisément, cette affaire, elle est complètement singulière. Elle est singulière dans les faits divers. Elle est singulière aussi dans l'existence des individus. Thibaut Ress, lorsque vous la racontez sur 2 numéros, vous montrez dans la complexité de ces affaires, parce qu'ensuite il y a les vies individuelles. Là, on a présenté à gros traits l'affaire Dupont de Ligonnès, mais cette famille avait des particularités, un rapport, je ne sais pas, à la religion, à l'argent, bref. Ensuite, on rentre dans une zone où finalement, on peut s'intéresser à une histoire, mais on ne peut pas considérer que celle-ci soit statistiquement normale ou moyenne. Oui, alors, pour rebondir sur ce que disait Yvan Jablonka et pour répondre à votre question, il y a effectivement toute une peinture de la société qui se dessine aussi derrière ce fait divers. L'histoire Xavier Dupont de Ligonnès, c'est l'histoire d'une noblesse désargentée, déchue. C'est l'histoire d'un rêve d'Amérique. Xavier Dupont de Ligonnès a tenté de s'installer à plusieurs reprises aux États-Unis. C'est l'histoire aussi d'une quête de réussite de la net économie. Xavier de Ligonnès va faire partie des premiers nets entrepreneurs, si on peut dire, à rêver de fortune grâce à Internet. Donc, c'est aussi l'histoire de ces catholiques traditionnalistes qui vivent un peu reclus. Donc, c'est aussi effectivement un coup de projecteur, cette affaire, sur un pan de la société française qui se dessine au travers de ce fait divers. Mais alors, Yvan Jablonka, ce pan-là, c'est quand même un pan assez marginal. Ensuite, les gens n'ont pas à être représentatifs de la société française, mais c'est justement quelque chose qui ne nous apprend pas grand-chose finalement sur la société en général. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai été très convaincu par ce qui vient d'être. Je n'ai pas dit que je n'étais pas convaincu par le discours de Thibaut Ress, mais sur le fait que un fait divers permettait d'en apprendre plus sur la société en général.
Edoui Plenel disait que dans le fait divers, il y a une noblesse, alors au sens de la noblesse d'une information, parce que c'est une information désordre qui est essentielle parce que dissidente. Et c'est précisément parce que c'est marginal dans le continent de l'information que ça dit des choses sur le cœur de ce qui nous occupe et de ce qui nous obsède. C'est pour ça qu'on ne devrait pas parler de faits divers. Ça n'a rien de divers. C'est au contraire une information qui est terriblement dramatique et qui est aussi absolument particulière. Et ici, le particulier communique avec le général. Donc moi, je ne parlerai pas de faits divers, je parlerai de fait social total dans lequel c'est toute une société qui vient se refléter, se diffracter. Et il y a, à mon avis, dans l'affaire Dupont de Ligonnès, comme dans l'affaire Laetitia, auquel j'ai consacré quelques années, il y a une force de frappe cognitive qui permet comme ça, à travers une petite enquête ou un petit fait criminel, de comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Alors, ce qui me frappe, c'est la comparaison qu'on peut faire entre l'affaire Laetitia et l'affaire Ligonnès. D'abord, ils se sont passés à quelques mois de distance. C'est 2011, dans le même département, Nantes, dans la même ville. Et il y a d'un côté Ligonnès qui fait partie effectivement de cette aristocratie désargentée qui rêve de faire fortune dans la nette économie. Et pour Laetitia Pérez, cette jeune fille tuée à l'âge de 18 ans par un homme et puis fragilisée par toute une série de violences masculines auparavant, il y a dans cette affaire Laetitia un coup de projecteur qui est donné sur des milieux de grande pauvreté, de marginalité, ce qu'on appelle le quart-monde. Et là, donc, vous avez deux affaires qui font pendant, qui en regard permettent de comprendre des choses qui passent sous les radars des journalistes et de nos regards habituels. Mintra Nui. Oui, non, déjà c'est vrai que moi ce qui m'a frappé, c'est qu'en effet ces deux affaires, mais en fait les deux approches sont également symétriques. C'est-à-dire que Yvan sur l'affaire Laetitia, le livre que vous avez consacré, Yvan Jablonka, à Laetitia ou La fin des hommes, aux éditions du Seuil. Tout à fait. En fait, c'est une approche où ce qui intéressait Yvan, c'est la victime, en fait. Donc, c'est un hommage aux victimes. Donc, Didier Deninx disait que le fait divers, c'était une sorte de monument aux morts, en fait. Le premier petit monument de papier noirci, je crois, ce sont ces termes. Et il y a quelque chose de cet ordre dans le travail d'Yvan, avec l'idée que, voilà, il a exploré et il a utilisé toute une palette, en fait, des sciences humaines pour pouvoir restituer la vie de Laetitia. Donc, il a utilisé l'histoire, il a utilisé la sociologie, l'anthropologie du quotidien, les sciences politiques, puisque quand même à l'époque Sarkozy et puis l'exécutif se sont emparés aussi de l'affaire. Et tandis qu'avec Xavier Dupont de Ligonnès, l'approche de Society, finalement c'est une approche qui est très 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 traditionnelle et codée, qui est la fascination pour le criminel et donc l'exploration des motivations éventuelles. Et la raison pour laquelle évidemment ça prend, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi il a fait ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du crime aberrant ou illogique. Ce qui intéresse les écrivains, c'est évidemment de voir, pour eux en fait, la justice ou les avocats ou les chroniqueurs judiciaires ou parfois même la psychiatrie n'a pas su donner une narration complète de ce qui s'est passé. Et donc c'est là-dedans qu'on s'engouffre pour ensuite écrire un roman précisément qui mettra des mots sur ce silence-là. Bon, mais Yvan Jablonka, des victimes. L'affaire Laetitia, c'est un féminicide. Autrement dit, c'est un fait qui est effectivement un fait de société. L'affaire Dupont de Ligonnès, c'est le meurtre, a priori, en tout cas, ce qu'on en comprend, le meurtre d'une famille tout entière, c'est quelque chose de statistiquement très rare. Est-ce que là, on n'est pas justement dans quelque chose qui relève de l'exception absolue et qui, dès lors, ne dit pas grand-chose d'autre? Alors, sur le plan romanesque ou journalistique, c'est très intéressant. Sur le plan sociétal, on peut peut-être plus s'en douter. Mais bien sûr que c'est exceptionnel, mais c'est précisément parce que c'est exceptionnel que ça nous fascine, mais je suis certain que cet exceptionnel communique avec une normalité sociologique et historique qui, là aussi, nous interpelle et nous apostrophe. C'est-à-dire que le fait divers vient nous tirer par l'épaule en nous disant « Regarde tout ce que je viens révéler par cet exceptionnel ». C'est comme un coup de pied dans la fourmilière de nos vies intimes et collectives.
collective. Et plus généralement, ce qui me frappe, c'est la manière dont le fait divers est parfois un petit peu regardé de haut ou méprisé. Et je ne dis pas du tout que c'est votre cas, bien sûr, mais nous trois ici qui sommes intéressés par le fait divers sur le plan à la fois littéraire, journalistique et historien, on est frappé aussi, je crois, par l'atmosphère un petit peu de condescendance qui l'entoure. Alors pourquoi ? Parce qu'on accuse le fait divers d'être mystificateur, il concernerait presque des drames privés insignifiants. On accuse le fait divers d'être malsain, il met en relief des actes odieux, il flatte les bas instincts. On accuse le fait divers d'être inutile, comme si c'était un peu un potin sanglant, le passe-temps des ignares, des commères, etc. Et puis il y a aussi toute une frange d'intellectuels de gauche ou d'extrême gauche qui considèrent que le fait divers est réactionnaire. Il éclipserait les vraies questions, les inégalités. C'est ce que disait Bourdieu, le fait divers fait diversion. Exactement, c'est ce que j'allais le citer. Pour Bourdieu, le fait divers fait diversion par rapport aux vraies, entre guillemets, questions. Eh bien moi, je pense au contraire que le fait divers pose les vraies questions. Et c'est pour ça que c'est un fait social total. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut Reiss ? Oui, et pour compléter ce que vient de dire Yvan Jablonka, je crois que Dominique Khalifa disait que... L'historien disait que le fait divers est le seul champ journalistique qui permet aux gens ordinaires d'apparaître en une. Et ça rejoint tout à fait ce que dit Yvan Jablonka. C'est une façon différente de dire ce que vient de dire Yvan Jablonka. C'est comme ça que c'est par ces histoires, c'est par ce petit bout de la lorgnette qu'on peut raconter des pans de la société française qui habituellement restent sous les radars. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'au moins ça peut être, je ne sais pas si c'est noble, mais en tout cas, ça mérite d'être traité journalistiquement. Bon, mais dans le journalisme, et là on s'en félicite puisque c'est quelque chose de très compliqué pour la presse aujourd'hui de trouver quelque chose qui fasse véritablement envie aux lecteurs et plus encore d'ailleurs aux acheteurs. On ne peut pas considérer que ce soit un genre méprisé puisque votre enquête et la manière dont elle a été saluée par le public montrent au contraire que c'est un genre qui a toute sa dignité, dans lequel on peut citer aussi d'autres enquêteurs ou d'autres écrivains célèbres. Vous citiez Carrère, Mine-Tranuit, on pourrait citer Florence Aubenas pour son dernier livre. Bref, on n'a plus à discuter de cela aujourd'hui, Thibaut Reiss. Oui, alors il y a les lettres de noblesse du fait divers, on l'a cité, ont été données par des Carrère, par Aubenas, par Yvan Jablonka. Je pense que Laetitia aussi est une œuvre littéraire qui a marqué. Et puis avant ça, Gay Thalès, par exemple, aux États-Unis. Donc effectivement, c'est plus tellement discuté, mais je pense que ça reste quand même un genre qui s'y est un peu sous le manteau. Mine-Tranuit. En fait, moi, ce qui m'a frappé en travaillant sur les écrivains et le fait divers, c'est qu'en fait, c'était les racines très très anciennes du fait divers et dans ses liens avec la littérature, en fait. Parce que ça commence quand, selon vous ? Avec donc le roman feuilleton. C'est-à-dire que ça commence même avant, puisque comme je le disais tout à l'heure, on vendait des faits divers à la criée comme on vendrait des histoires. Mais le moment où ces faits divers acquièrent véritablement une reconnaissance littéraire, puisque c'est le cas chez Stendhal, c'est le cas... Eh bien, c'est effectivement, je pense, avec les réalistes que ça commence, mais c'est une vision très ambivalente encore, c'est-à-dire que c'est à la fois le fait divers est pour eux à la fois un rival et un modèle. Un rival qu'il faut anéantir parce que justement c'est rattaché aux feuilletonistes, c'est rattaché donc aux grands guignols, c'est rattaché aux extravagances. Donc ça, c'est un aspect des faits divers qui ne les intéresse pas. Donc finalement, c'est le langage omnibus des faits divers dont parlait Edmond de Goncourt, l'esthétique sensationnaliste en fait des faits diversifiés ou des faits diversifiés, je ne sais plus comment on dit, et des feuilletonistes. Ça, c'est quelque chose qu'ils combattent. En revanche, l'argument du fait divers, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Zola utilise des articles de journaux, mais aussi Maupassant, mais aussi, donc, vous le disiez, Stendhal, Le Rouge et le Noir, c'était évidemment un grand lecteur de la Gazette des tribunaux, d'où sont utilisés des arguments qui étaient issus du fait divers, parfois pour avoir une histoire d'ailleurs toute faite, comme dans le cas de Stendhal, et ensuite au sein de leurs livres, ils ont essayer esthétiquement de dire oui, mais nous, on va le traiter à l'opposé de ce qu'ont fait les feuilletonistes.
Donc là, ça commence en fait. Le fait divers comme source et comme un début de reconnaissance. Mais ensuite, ça se poursuit. C'est-à-dire que, évidemment, si vous regardez les surréalistes avec leur passion pour Violette Nozière, pour les sœurs Papin, leur passion pour les criminels, le fait que André Breton va utiliser aussi le fait divers à la fin de Nadja, ça s'achève sur un fait divers, une coupure de presse en fait, ou même dans L'Amour fou. Là, c'est à la fois c'est l'idée de transformer en fait les accusés en accusatrices, puisque souvent ce sont des femmes auxquelles ils se sont intéressés. Et là, c'est l'idée de la poésie révolutionnaire des surréalistes, on va dire. Il y a toute cette tradition-là, en plus qui relie également le fait divers je dirais, au hasard objectif. Parce que ce qui fascine dans le fait divers, c'est ce qu'on a un tout petit peu dit tout à l'heure, c'est effectivement, il y a un côté tragédie du pauvre, en fait, dans le fait divers. Il y a l'idée de destin qui, normalement, régit les tragédies antiques, ou les tragédies de Racine, ou les tragédies de Corneille. Et il y a quelque chose de cet ordre aussi dans le fait divers. Comme si ça voulait dire quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi sur la société. Et sur nous, et sur nos pulsions profondes. Et après, vous continuez, et là, le fait divers, enfin, plus exactement, les assises deviennent vraiment un laboratoire pour les écrivains, et vous avez en effet les Giono, les Gide, les Camus, les Duras, et les Thérèse d'Esquerou de Mauriac, qui là se disent, bon, je vais essayer de cerner ce que personne n'a réussi à dire sur ce que Duras appelle l'infracassable noyau de nuit, au cœur des motivations des assassins. Bon, mais précisément, Yvan Jablonka, et on ne peut pas aussi nier qu'il y a dans notre fascination pour les faits divers, pour certains faits divers, un certain nombre de pulsions, alors, qui relèvent ou bien du voyeurisme, du scabreux, du gothique. Bref, tout cela est quand même aussi flatté par la manière dont les faits divers exercent une emprise sur l'actualité aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a effectivement, on aime à se mirer dans ce spectacle d'horreur qu'est le fait divers, parce que ça nous renvoie soit à des obsessions, soit à des pulsions, soit à des fantasmes. Mais moi, ce que je trouve le plus profond, le plus fascinant, c'est la manière dont le fait divers incarne un moment d'histoire nationale ou internationale. Alors par exemple, un des premiers grands faits divers du XXe siècle, c'est l'affaire dite du bébé Lindbergh, le rapt et l'assassinat de l'enfant en bas âge du célèbre aviateur. Et pour moi, on peut le lire comme un moment d'unité nationale à l'époque de la Grande Dépression qui frappe les États-Unis. Ou l'affaire Dominici, dans les années 50, c'est là aussi un meurtre horrible dans les Alpes. Eh bien, on peut le considérer comme ce qu'un sociologue a appelé la fin des paysans, l'éclatement du milieu familial autour du patriarche Dominici. Et puis, surtout, c'est l'affaire Bruay-en-Artois, au début des années 70. Là aussi, un crime horrible, une jeune fille violée et tuée. Et au-delà de ce simple fait divers horrible et de ce féminicide, il y a l'image de la lutte des classes qui traverse la France à cette époque, puisque le mis en cause était un notaire et la victime était la fille d'un mineur. Et là, certains intellectuels et journalistes ont voulu y voir un choc entre les classes sociales, un choc entre deux milieux sociaux, et c'est ainsi que l'affaire de Bruay-en-Artois a été lue et interprétée. Donc pour moi, c'était une erreur. Et c'était par ailleurs c'était une erreur, puisqu'en fait, ce notaire était parfaitement innocent. On a plaqué une grille idéologique. Mais justement, cet exemple, il est intéressant parce qu'on a fait dire à ce fait divers des choses qui n'y étaient absolument pas. C'est-à-dire qu'on a voulu voir la lutte des classes dans ce meurtre, alors que je ne sais pas d'ailleurs qui était le meurtrier. On ne le sait pas à ce jour. C'est comme pour l'affaire Grégory. En tout cas, le notaire était complètement innocent. Est-ce que c'est pas justement disons, le contre-exemple à votre thèse, c'est-à-dire le fait de surinterpréter les choses? Mais non, mais je dis pas que moi je l'interprète comme ça. Ce qui me paraît intéressant, c'est de jeter un regard de sociologue ou d'historien sur les faits divers et comprendre ce qu'ils incarnent pour un public ou pour les médias à une époque donnée. Et en ce sens, l'affaire de Bruay-en-Artois est indissociable avec cette grande conception de la lutte des classes, version Mao et version les intellectuels d'extrême gauche, qui était très présent dans l'affaire et dans cette région de Bruay-en-Artois. Mine Tranhuy.
Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, les faits divers sont souvent transformés par les journalistes comme des grilles de lecture en fait de la société à tel moment, quitte d'ailleurs à ce que ça n'ait rien à voir avec la véritable résolution du fait divers. Et en effet, ils suscitent des schémas narratifs, les faits divers. Et c'est pour ça qu'ensuite on plaque des mobiles, parce qu'on a l'impression en effet qu'on peut décrypter le monde grâce à ça. Parfois on se trompe. Mais ça n'en est pas moins significatif. Je pense que c'est ce que voulait dire Yvan. Même si jamais ils se trompent, en même temps, ça dit beaucoup de choses dans leur erreur sur le monde tel qu'il se déroule à ce moment-là et la façon dont la société fonctionne à ce moment-là. Et je pensais justement à l'affaire Violette Nozière, où à l'époque, l'affaire Violette Nozière, c'est le parricide. Donc c'est le crime suprême à ce moment-là. Et on ne s'intéresse pas du tout aux accusations d'inceste qu'elle formule. Donc elle aurait été violée par son père. Et les seules personnes qui s'en préoccupent, les journaux à l'époque n'en disent absolument rien, c'est les surréalistes qui, dans le recueil qu'ils consacrent à Violette Nozière, là s'intéressent à l'inceste. Et aujourd'hui, évidemment, une affaire pareille, ça serait évidemment jugé totalement différemment. Et l'œil du public serait également totalement différent. Donc effectivement, c'est des révélateurs de la façon dont une société fonctionne à un temps T de l'histoire, en fait. Merci de nous avoir éclairé sur ces différents faits divers. Thibaut Reiss, on retrouve donc ces 2 numéros de Society et leur évocation dans Mécanique du journalisme, le podcast consacré donc à l'affaire du pont de Ligonnès que l'on peut télécharger sur le site de France Culture, franceculture.fr. Yvan Jablonka, Laetitia ou La fin des hommes aux éditions du Seuil, et c'est réédité en point poche mine tranuit. Les écrivains et le fait divers, une autre histoire de la littérature aux éditions Flammarion, et La double vie d'Anna Song aux éditions Babel.